Bonjour et bienvenue dans ce replay d'une conférence que nous avons donnée avec Franck Salle aux Assises du coaching d'équipe le 4 février chez Team Intelligence. Et nous remercions Roderick Mobras qui a justement l'intelligence de jouer l'équipe entre les différentes écoles de coaching d'équipe, puisqu'il est lui-même patron d'une école de coaching d'équipe et qu'il propose à des écoles confrères, telles la nôtre, de venir s'exprimer lors d'un événement qu'il organise depuis 4 ans maintenant, avec de plus en plus de succès. Comme quoi la générosité, ça paye. Et l'accueil qu'il réserve aux différents intervenants ainsi qu'aux participants est très de grande qualité. Donc on espère bien que cet événement va se reproduire d'année en année, tout en continuant à augmenter son audience et permettre une professionnalisation de plus en plus grande du coaching d'équipe en entreprise. Alors tout d'abord, qui sommes-nous? Je suis Paul Deveau. Vous allez entendre dans quelques instants Franck Salle, mon associé. Nous sommes cofondateurs de l'école de coaching Énergie, qui est une école de coaching d'équipe. Nous avons fondé le modèle du coaching de l'énergie et nous travaillons avec les 4 énergies, feu, air, eau, terre, pour accompagner les équipes stratégiques, les équipes de direction, les équipes marketing, les équipes commerciales, les équipes qui sont engagées à relever des défis ambitieux, parfois des équipes en difficulté, mais souvent des équipes à haut potentiel. Et donc, ces 4 énergies vont nous permettre de stimuler fortement l'engagement, de travailler la cohésion, de développer le sens de l'innovation, de la créativité, de l'initiative et de donner le désir de se dépasser, de progresser et d'atteindre des résultats en rupture avec les précédents exercices. Voilà, alors le thème des assises du coaching d'équipe cette année, c'était la résilience des équipes et nous avons choisi d'aborder cette question: est-ce que l'équipe est un maillon faible ou est-ce que c'est le chaînon manquant qui peut du coup résoudre une équation que l'entreprise a en ce moment du mal à régler? Eh bien, c'est ce que nous allons voir maintenant. Alors oui, les entreprises, c'est pas nouveau, sont sous haute tension. Il y a des incertitudes multiples. La pression est accrue sur les marchés marketing, mais aussi sur les marchés financiers, bien sûr, à haut niveau. Il y a plusieurs révolutions culturelles dans le rapport au travail. Il y a une transformation digitale numérique qui est accentuée et qui va encore aller de façon exponentielle avec l'intelligence artificielle. Et puis, il y a une sorte de fatigue des organisations qui sont usées, qui souvent n'en peuvent plus, qui ont tout essayé et qui sont un peu à bout de leur imagination pour trouver de nouveaux leviers de croissance. Il y a donc un fossé qui se creuse, et en particulier les organisations collectives, les entreprises, les administrations, donc toutes ces instances qui représentent une sorte de mère pour l'individu, et puis l'individu lui-même, eh bien, il y a un fossé qui se creuse entre les besoins des uns et les besoins de l'autre. En effet, l'entreprise, le collectif a besoin de croissance pour subsister, et l'individu comprend bien que s'il n'y a plus de croissance, eh ben, il va y avoir décroissance, fermeture et perte des emplois, et donc précarité financière pour l'individu. Mais l'individu n'en peut plus de devoir toujours être celui sur lequel on fait pression pour compenser l'absurdité en quelque sorte du système. On n'y comprend plus rien. Les choses semblent ne plus avoir de sens, que ce soit encore plus macro, les grosses tendances religieuses, les grosses tendances politiques, elles ont de moins en moins de suffrages.
les gens s'en détournent de plus en plus, les individus. Et quant à l'entreprise, bon, ils ont bien compris que c'est un endroit où on gagne sa vie. C'est un endroit aussi où il y a une sorte d'esclavage moderne, c'est-à-dire qu'on est pressurisé pour gagner de quoi payer notre loyer, notre niveau de vie. Et à part quelques cadres supérieurs qui sont bien payés avec certains privilèges, mais à quel prix de donner sa vie, de ne plus avoir de vie privée, etc. À part pour certains qui ont la chance de très bien gagner leur vie, la plupart la gagnent plutôt pas très bien. Alors il y a entre les deux, entre ces deux extrêmes, et là on ne parle pas de richesse, on parle de salariés. Il y a bien sûr les grandes familles qui possèdent le monde. Ensuite, on a les cadres dirigeants et supérieurs qui s'en sortent plutôt très bien, mais encore une fois, à quel prix? Et puis après ça, on a les collaborateurs, les salariés, la base de la pyramide sociale, qui sont les producteurs, qui eux sont payés de moins en moins, avec un niveau de vie qui augmente de plus en plus. Alors dans les années 50, on a cru que c'est formidable, on a tous une télévision, une machine à laver, une voiture, regardez, c'est la libération, youpi. Mais en fait, ça n'a libéré personne, puisque ça a aliéné mentalement la plupart. Alors entre l'individu de la masse et, on va dire, l'élite sociale, des gens qui gagnent beaucoup d'argent tout en restant des salariés et des esclaves comme les autres, eh bien, il y a une petite frange de gens qui sont pas trop pressurisés et qui gagnent pas trop mal leur vie. Mais ils sont pas nombreux et ils sont pas tous conscients de leurs privilèges, ils sont pas tous heureux pour autant. Heureux de leur sort. Après ça, être heureux dans la vie, c'est autre chose. Mais ils ne sont pas tous satisfaits de leur sort quand ils ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont et quand ils ne parviennent pas à se satisfaire d'une situation. Mais vous savez, c'est l'être humain qui est comme ça. Il en a jamais assez. Il est fondamentalement ingrat. Sauf à ce qu'il rentre dans une démarche de développement personnel et qu'il réalise que l'enjeu n'est pas là, et que, quelle que soit la situation, il y a moyen de tirer son épingle du jeu intérieurement d'abord, en étant heureux à l'intérieur, indépendamment des circonstances extérieures, sauf à ce qu'elles soient délétères et épouvantables. Mais quand on a un travail, quand on vit quelque part, eh bien, on peut être heureux aussi bien dans une prison que être malheureux dans un palais. Ce n'est donc pas une question d'argent ou de situation sociale ou de reconnaissance parmi ses pairs, c'est une question de capacité intérieure et personnelle à apprécier l'instant présent. Mais donc, en dehors de cette possibilité qui reste ouverte à tous, mais qui ne concerne pratiquement personne, parce que ça relève de la sagesse, il reste les situations externes dont on a dit que tout le monde, grosso modo, est esclave du système. Les cadres supérieurs gagnent beaucoup plus d'argent que la base, mais ils sont pressurisés à l'extrême. Les gens de la base ont perdu le sens du travail bien fait et de l'engagement parce qu'ils sont pas bêtes, ils ont bien compris qu'on se paye leur tête, qu'on vit sur leur dos, et puis ceux intermédiaires sont pris comme la tranche de jambon entre les deux tranches de pain, ou entre le marteau et l'enclume. Donc les pauvres cadres managers de premier niveau, eh bien, et de deuxième ou troisième niveau même, font ce qu'ils peuvent pour essayer de s'en sortir, mais ils sont obligés de relayer les messages de l'entreprise auxquels ils ne croient pas eux-mêmes, et ils sont confrontés à la résistance passive ou active des collaborateurs qu'ils managent, ce qui est vraiment pas une partie de plaisir. Alors qu'est-ce qui va bien pouvoir réunir les positions qui sont antagonistes entre l'ensemble de la masse salariale et l'entreprise elle-même, puisque l'entreprise veut de la croissance et l'individu veut du bien-être. L'individu veut de la disponibilité, il veut du temps, il veut de la qualité de vie, l'entreprise veut de la croissance, veut de la productivité, veut toujours produire plus avec moins. Qu'est-ce qui va permettre de réunir cette divergence, ce fossé qui se creuse et dont on ne voit pas bien l'issue?
Alors, est-ce que ça pourrait être la quête de sens, un mot qui est formidable mais qui est galvaudé, qui serait la bienveillance? Est-ce que ça peut être, et évidemment, le risque d'une catastrophe, par exemple, écologique? Et ça peut être une guerre, ça peut être une crise sociale, une révolution du peuple, ça peut être une crise économique. Mais ça, on y est depuis 40 ans dans la crise économique, donc c'est pas bien nouveau. Ces derniers temps, le prix de l'énergie a doublé, donc tous les prix ont augmenté, les salaires n'ont pas augmenté, donc on a dû prendre une inflation de plusieurs, comme jamais on en a connu, et pourtant personne ne dit rien. À une époque, en France, les gilets jaunes étaient sortis dans la rue pour beaucoup moins que ça. Et puis, après le confinement, eh ben, il s'est passé tout ce qu'on sait, la guerre, l'explosion, l'inflation, et pour autant, personne ne bouge. Alors, est-ce que, comme certains partis populistes voudraient y prétendre, le retour du cadre et de la discipline, mettre tout ça un peu sous contrôle? Est-ce que non? On voit bien que ça ne peut pas être ça, même s'il y aura probablement des grandes tendances qui cherchent à trouver du sens, avec des entreprises, avec de la RSE, etc. Bien sûr, l'émergence de la bienveillance, ça c'est chacun d'entre nous. On dit, mais enfin bon, bah, je suis pas non plus un terroriste. J'ai le droit aussi d'être gentil avec autrui. Il y a également des catastrophes qui vont survenir, il y en a déjà, qui vont faire réfléchir. Mais rappelez-vous, quand il y a eu le confinement, quand il y a eu la crise, on a dit oh là là, ce sera plus jamais comme avant, dorénavant. Et puis en fait, dès que le confinement a cessé, c'est redevenu comme avant, en pire. Question pression sociale, question qualité de vie au travail. Voilà. Alors, et puis le retour du cadre et de la discipline, bah, vous savez, ça, là, ça va, ça vient, selon les partis, selon les élections, selon les tendances. On se raconte une histoire et puis ensuite on s'en raconte une autre. Parce que comment dire, les cutters sur une jambe de bois, ça dure pas bien longtemps. Vous pouvez pas terroriser la population en lui mettant des amendes et en la mettant en prison. Vous préparez la prochaine révolution, la prochaine crise en faisant ça. C'est bien connu. Donc ça aura lieu néanmoins. Et donc il y aura la crise en question et les soulèvements populaires en question là où ça aura lieu. Alors heureusement, il y a une bonne nouvelle, c'est que justement, entre l'individu et le collectif qui ont des besoins opposés, eh bien, il y a l'équipe. L'équipe, c'est ce fameux chaînon manquant, et ce n'est pas le maillon faible. L'équipe, c'est justement l'instance qui est déjà collective, mais qui est encore à taille humaine et qui peut encore représenter du sens et du sens affectif pour l'individu. Évidemment, comme le genou, entre la cuisse et le mollet, l'équipe, c'est euh, celle qui peut canaliser l'énergie des individus qui la composent au service d'un projet collectif qui dépasse l'intérêt individuel et tant qu'elle va être au service d'une performance qui soit respectueuse du vivant. Évidemment, si l'équipe, c'est une équipe de bagnards que l'on fouette pendant qu'ils rament dans les galères, évidemment, l'équipe, là, elle va pas aller bien loin. Mais si l'équipe préserve le vivant et l'intérêt individuel, alors elle peut mobiliser les intérêts individuels au profit d'un intérêt collectif, lequel lui-même peut servir un intérêt supérieur qui serait celui de l'entreprise, à condition que celle-ci ait un sens, à condition que celle-ci véhicule des valeurs donc de bienveillance, qu'elle soit tout de même assez ferme sur ses positions pour mettre en place un système intelligent et un système cohérent, donc rigoureux et peut-être ferme avec, comme on le disait, de la discipline, et que tout ça ait un sens, que ça crée de la valeur pour quelqu'un. Si c'est juste faire du profit avec les placements financiers, alors même que le produit n'est qu'une couverture pour pouvoir gérer la trésorerie et ne faire de la marge qu'avec la gestion de trésorerie, on marche sur la tête. Et viser la croissance pour la croissance, c'est absurde, tout le monde le sait bien. Qu'est-ce que ça va me rapporter à moi quand l'équipe aura doublé ses effectifs, quand l'entreprise aura doublé ses parts de marché? Qu'est-ce que ça peut me faire? Pourquoi j'irais m'arracher la couenne pour vendre plus de boîtes de camembert? C'est ridicule.
Ce qui m'intéresse, c'est que ça crée de la valeur pour autrui, que les gens soient mieux soignés si je travaille dans un hôpital, que les routes soient plus belles si je travaille dans le bâtiment, etc. Et que moi, j'ai le sentiment de me développer, de faire un travail qui a du sens pour moi, de faire un travail que j'aime, avec des gens que je respecte et que j'estime, dans lequel je me développe et dans lequel je prends du plaisir et de l'intérêt à progresser et à apprendre. S'il n'y a pas tout ça, même l'équipe échouera. Mais s'il y a tout ça, l'entreprise seule n'y parviendra pas si elle ne passe pas par la dynamique de l'équipe. Alors évidemment, il y a certains qui continuent à considérer que l'équipe, c'est casse-pied parce qu'ils sont plus à l'aise avec l'individu qu'avec le collectif. C'est normal, ça existe, c'est tout à fait. Mais pour autant, il ne faut pas mépriser cette instance, l'instance de l'équipe, même si on n'est pas à l'aise avec, parce qu'elle est la clé. Alors évidemment, ça suppose qu'une équipe, pour qu'elle soit efficace, il faut qu'elle soit managée. Et pour qu'elle soit, entre guillemets, managée, il faut qu'elle le soit bien managée. Il faut que le manager soit excellent, non pas simplement en pilotage opérationnel et en expertise technique, mais il faut que le manager, la manager, hein, peu importe, hein, bien sûr, hein, le rôle qui consiste à manager la dynamique collective soit véritablement expert en phénomène de groupe, en dynamique collective. Et c'est les entreprises apprennent aux managers à piloter, elles leur apprennent à manager les individus, à conduire un petit peu des réunions, mais pas à faire en sorte que les réunions soient stimulantes. Et elle ne permet pas aux managers de devenir de véritables experts de la dynamique des équipes en devenant des spécialistes de la systémie. Et donc, les managers ne sont pas de bons managers de la dynamique d'équipe. Or, l'équipe est à la fois agile et solide. Elle est plus agile, elle est plus puissante que l'individu, elle est plus agile que l'entreprise, qui est trop lourde. Elle est à la fois globale et locale, puisque l'équipe s'appuie sur des personnes qui sont des fois réparties dans le monde entier. Elle est à la fois interdépendante vis-à-vis d'autres équipes et interdépendante du système dans lequel elle agit, et elle est relativement autonome, si, à condition que les managers soient eux-mêmes managés dans un contexte où on leur donne des marges de manœuvre, évidemment. Donc, finalement, vous savez, l'interaction forte, c'est cette loi scientifique qui permet que la gravitation n'écrase pas les choses au centre de la Terre, mais qu'il y ait finalement une sorte d'équilibre. Sinon, la loi de l'apesanteur ferait qu'on serait complètement aplati sur le sol. Mais comme il y a une interaction entre les atomes, en quelque sorte, eh bien, il y a une force qui permet que malgré l'apesanteur, nous résistions, nous soyons pas en suspension dans le vide, nous sommes arrimés à une planète qui a un centre de gravité plus fort que le nôtre, mais pour autant nous n'y sommes pas complètement écrasés. Et voilà, l'équipe a cette sorte de force qui permet de résister à la pression de l'entreprise, tout en s'y inscrivant comme un individu, un animal, un végétal, un minéral, n'est pas complètement écrasé parce qu'il résiste à la force d'attraction de la planète sur laquelle il est posé. Alors évidemment, du coup, nos clients ont un vrai besoin de résilience et c'est pour les coachs que nous sommes un véritable boulevard parce que finalement, quand on intervient sur l'équipe, on intervient à la fois sur l'individu et sur le système global, comme on vient de l'expliquer, puisque l'équipe est l'articulation entre l'individu et l'organisation. L'équipe va être l'instance qui va permettre de résoudre la dichotomie, l'antagonisme, voire la déchirure entre les aspirations des uns et les nécessités des autres. Les deux focus sur lesquels nous allons nous concentrer, ils relèvent de la nécessité pour faire un bon coaching d'équipe de construire un bon dispositif qui doit être fondé sur deux leviers qu'on va développer maintenant. Le premier de ces leviers, c'est de donner de la structure
et de la lisibilité à l'intervention de coaching. De la structure, pourquoi? Parce que même si le coaching est un métier qui se situe dans le vivant, dans l'émergent, et qu'on ne peut pas décrire à l'avance ce que le client va vivre dans le voyage organisé qu'on lui propose, d'autant plus qu'il doit être l'auteur de son voyage en même temps que l'acteur principal de ce voyage, eh bien, il faut néanmoins donner de la structure, c'est-à-dire avoir une intention stratégique fondée sur une analyse, et puis, du coup, avoir une vision stratégique du cheminement qu'on propose à l'équipe, et donc pouvoir donner de la lisibilité sur les différentes séquences de l'intervention qui peuvent être assemblées sur une matinée, sur un séminaire de 2 jours, ou sur plusieurs années ou tout un semestre, selon la dimension que l'entreprise souhaite donner à l'accompagnement de l'équipe. De toute façon, l'équipe a besoin de s'emparer de la co-responsabilité de son coaching et du coup elle a besoin de bien comprendre en quoi consiste l'intervention, quelle en est l'intention, quelles en sont les étapes, quelles en sont les modalités pour pouvoir bien se servir du coaching qu'on met à sa disposition. Le deuxième levier ou le deuxième focus, c'est de pouvoir, nous coachs, intervenir sur notre propre vibration. Le mot est lâché, c'est-à-dire notre mindset, notre énergie, notre manière d'être, notre qualité de présence, notre relation de cœur, la bonne distance à trouver avec le client, dans la bonne posture. C'est tout ça la vibration, de telle façon à ce que nous puissions impacter en toute cohérence avec le bon alignement la vibration du client. Et nous expliquerons sur la raison de la nécessité d'impacter la vibration du client. Alors en ce qui concerne cette première partie, il faut effectivement pouvoir s'appuyer sur les énergies de l'équipe, les énergies du vivant, pour pouvoir disposer d'une vision complète du système afin de pouvoir agir dessus. Il y a un modèle que nous utilisons chez Énergie, qui est le modèle feu, air, eau, terre. On pourrait l'appeler ABCD, d'autres l'ont fait avec des codes couleurs, etc. Nous préférons cette appellation qui est traditionnelle et qui est très intuitive. Qu'est-ce que c'est? Le feu, c'est le progrès, c'est l'action, c'est les résultats. L'air, c'est les idées, l'inspiration, la transversalité. L'eau, c'est la relation, les émotions, l'empathie, donc le sentiment d'appartenance, la cohésion du groupe. Et puis la terre, c'est le cadre, la rigueur, la discipline, la méthode, la compétence technique. Donc avec ce modèle, on va pouvoir calibrer, qualifier et faire interagir à la fois les enjeux de l'entreprise, les aspirations de l'individu, la signature énergétique d'une équipe et bien sûr son stade de maturité qui est une autre modalité d'interprétation des comportements individuels qui sont motivés par une pression de conformité qu'exerce l'équipe sur ses membres. Et ça, c'est fonction non seulement de la signature énergétique de l'équipe, mais aussi du stade de maturité, parce que dans une même signature, on va connaître plusieurs stades de maturation. Attention, évidemment, la signature de l'équipe n'est pas la somme des signatures individuelles. Vous diriez dans un plateau de fruits, voici l'énergie d'une poire et voici l'énergie d'une pomme. Vous additionnez l'énergie de l'une et de l'autre, qu'est-ce que ça fait? Ça fait rien du tout. On ne peut pas additionner des énergies. Quand vous avez une pomme, une poire, une banane et un torchon, ça fait rien du tout. Ça fait un corbeil de fruits dans lequel il y a un truc qui sort du cadre, mais c'est tout. La corbeille de fruits donne une tonalité, une couleur d'ensemble relative à une saison. Vous avez les fruits d'été, relative à une région, vous avez les fruits exotiques. Mais donc on va trouver, par exemple, des commerciaux, c'est juste un exemple, qui sont réputés être très centrés sur les résultats, donc très feu, mais individuellement, mais qui, quand ils se retrouvent ensemble, pourraient très bien ne pas être tant que ça intéressés par les résultats, faire des réunions pour palabrer, et puis pour, ayant passé des pactes tacites de non-agression entre eux, évitent surtout les sujets qui fâchent, ils se racontent des bonnes blagues, et puis retournent chacun travailler chez eux, en ayant perdu une journée de séminaire tous ensemble,
qui ne servaient qu'à faire des papouilles et des palabres. Mais ça n'a pas fait avancer le business. Parce que ces commerciaux qui individuellement sont très feux ne sont pas très feux collectivement. Ils sont davantage dans la relation, etc. Bon, bah, c'est peut-être très bien, mais voilà un exemple qui montre bien que la somme des énergies feu ne donne pas forcément une énergie collective feu, mais en l'occurrence une énergie collective eau. C'est donc quelque chose d'autre. Il y a d'une part l'énergie des individus et éventuellement leur somme, et d'autre part l'énergie de l'équipe qui n'est pas la somme des énergies individuelles, mais autre chose. Alors pourquoi faire un diagnostic de l'énergie de l'équipe avec le modèle terreau-air-feu? Parce que ça va tout simplement permettre de dresser une cartographie, d'avoir un point de départ à partir de lequel on va créer une alliance entre les membres de l'équipe, on va souder, on va mobiliser les gens sur un socle de valeurs communes, et puis ensuite on va définir à partir de là le cap qui est accessible, qui est à la fois ambitieux et réaliste, qui va permettre que l'équipe adhère au sens de la direction qu'on lui propose et qu'elle désire atteindre la cible qu'on lui désigne ou qu'elle se désigne, et puis elle va réfléchir ensuite, idéalement par elle-même, à la route, c'est-à-dire la stratégie qu'il va y avoir entre les deux, dont le manager et éventuellement les coachs externes vont déduire une stratégie de coaching, une stratégie d'accompagnement. Donc le manager va avoir la stratégie managériale, et puis les consultants et les coachs qui accompagnent le système vont pouvoir déduire de la situation de départ et la situation cible un chemin, et de ce chemin, comment accompagner, comment aider à faire passer les différentes étapes. Bien évidemment, il ne faut pas faire un diagnostic dans son coin secrètement et puis des stratégies qui ressemblent à des cabales. Il vaut mieux réfléchir à tout ça en équipe, entre adultes, en disant ben voilà, mesdames, messieurs, à partir d'un outil de diagnostic qu'on va partager, on va définir quelle est notre signature, quelles sont nos envies, où est-ce qu'on voudrait aller à partir de là où on est, et ensuite nous définirons en toute conscience et en toute co-responsabilité le chemin que nous avons envie et que nous devons parcourir. Et ceci va contribuer à développer la conscience et la co-responsabilité, et ceci va permettre de développer la maturité collective. Alors ça, on peut même le dire, mais sans avoir besoin de le dire, c'est une réalité. Si on prépare des trucs dans notre coin sans le dire au groupe, le groupe ne progressera jamais. Au contraire, il va se voir impacté par des forces qui voudraient le tirer et le pousser, il va donc résister, parce qu'il n'aime pas ça. Essayez de faire entrer un âne dans une écurie, si vous le tirez, il résiste en arrière, si vous le mettez en arrière, il risque de botter en arrière et ça peut être mortel, si vous le portez, ça ne sert à rien d'avoir un âne et puis il est beaucoup trop lourd que vous, beaucoup trop lourd pour vous. Ce qu'il faut, c'est marcher à côté ou faire de l'équitation et emmener cette grosse force collective vers là où elle doit en la pilotant, mais à partir de son bon vouloir à elle, parce que l'équipe n'est pas un âne, l'équipe c'est des individus humains qui ont une pensée, qui ont un libre arbitre, qui ont une volonté, qui ont des désirs. Si on sait manager cette combinaison, alors on a une force formidable à notre disposition, à condition de la conscientiser et de la responsabiliser, ce qui demande un savoir-faire managérial très pointu, mais très nécessaire, pour ne pas dire indispensable. Alors oui, l'objectif du coaching d'équipe, c'est d'entraîner donc le collectif dans une spirale de réussite, c'est bien évident. Rappelons que le phénomène de résonance est caractérisé par un transfert maximum d'énergie entre deux systèmes oscillants et couplés. L'oscillateur actif, qui impose une excitation périodique, est appelé l'excitateur. L'oscillateur passif, qui subit cette excitation à cause de la présence du couplage, est le résonateur. Lorsque la fréquence de l'excitateur est égale à la fréquence propre du résonateur, le transfert d'énergie est maximum. En résumé, il y a possibilité de résonance entre deux oscillateurs lorsque ceux-ci ont la même fréquence propre et qu'ils sont couplés. Comme la fréquence propre d'un pendule simple ne dépend que de la longueur du fil, le transfert optimal d'énergie n'aura lieu qu'entre deux pendules de même longueur. Tout de suite, cette petite vidéo que je commenterai sur le slide d'après
pour ne pas couper l'herbe sous le pied à la démonstration qui va suivre. Ce qu'on a bien vu, c'est que si le coach est un excitateur du système client, d'abord il doit y avoir un cadre qui relie le coach, le pendule qui va transmettre l'énergie au pendule qui est inerte. Eh bien, il y a un cadre qui les relie pour qu'ils soient en résonance. Mais surtout, il faut qu'on trouve un pendule qui ait la même fréquence que le pendule cible, de telle façon à ce que dans la même longueur de fil, donc dans la même longueur d'onde, il puisse communiquer son énergie. Alors un coach, ça ne transmet pas son énergie à ses clients, ben sinon il serait vite fatigué le pauvre. Mais ça impacte le système énergétique du client, on le paye pour ça, il y a des techniques pour ça, c'est des techniques de travail, des techniques conversationnelles, c'est pas des massages, c'est pas des papouilles curieuses et étranges, c'est ce que j'appelle des coacheries, c'est-à-dire qu'il y a des actes de communication qui vont impacter le système énergétique du client. Eh bien pour ça, il faut que le coach soit sur la bonne longueur d'onde, et cette longueur d'onde, quelle est-elle? Elle est ce qui doit faire la passerelle, le pont entre l'énergie actuelle du client et l'énergie qu'il vise à acquérir. Autrement dit, dans sa situation actuelle, il a un certain nombre de résultats, il met en place un certain nombre de comportements parce qu'il a certaines valeurs et certaines croyances, et il va devoir changer ses comportements, ses valeurs et ses croyances pour atteindre des résultats en rupture, différents de ceux d'avant. Parce que comme vous le savez, quand on fait plus de la même chose, eh bien on obtient plus du même résultat. Or, si on veut un coaching, c'est pour obtenir des résultats différents, donc pour changer. Et pour changer, il va falloir que le coach impacte le système client. Et il va le faire en étant lui-même l'incarnation, en quelque sorte, de la cible. Et il va devoir s'approprier un certain nombre de changements qu'il va opérer sur lui-même pendant la mission, au travers de sa posture, au travers de son discours, au travers de ses actes et de ses comportements, qui vont modéliser pour le client quelque chose qui l'entraîne lui-même vers ses propres changements. Alors ici, je dois dire que la spécificité du métier de coach est aussi fine qu'une tranche de jambon entre deux gros morceaux de pain. Comme vous le savez, dans le coaching, il y a toute une partie d'ingénierie. Dans le coaching d'équipe, j'entends. Il faut quelque part analyser le besoin d'un client, lui proposer une architecture, lui faire une offre. Et pour ça, il faut se mettre d'accord sur un certain nombre de données, d'analyse, de diagnostic et de visées stratégiques. Et puis ensuite, il va falloir animer le dispositif, et ça s'appelle de la facilitation. Autant l'ingénierie pédagogique, en quelque sorte, c'est pas spécifique au coaching puisque les consultants en ont, les formateurs en ont. Et la facilitation, c'est pas spécifique non plus au coaching puisque les facilitateurs, les animateurs utilisent des techniques du même ordre. Par contre, là où le coach met en place des pratiques vraiment spécifiques, eh bien c'est assez fin, c'est assez peu visible, mais c'est ça qui fait la différence avec les autres prestations, c'est que le miroir coach produit un effet puissant. Pour le dire autrement, si on avait une pyramide avec un gros socle, eh bien, et puis une grosse étape du milieu, là, c'est les deux tronçons bleus et jaunes présentés sur cette pyramide, et puis il y a une petite cerise sur le gâteau, en rouge, c'est la pointe, ce sont les coups de miroir que le coach va proposer, c'est toute la puissance du coaching se tient là, c'est ça qu'il ne faut pas rater, mais ceci n'a de possibilité d'être exprimé que si d'abord les deux premières marches sont bien posées. Donc c'est la partie la plus visible qui fait des fois confondre aux clients nos prestations avec les prestations de formateurs ou de team builder ou de consultants, alors qu'il n'en est rien. Quand on a affaire à de vrais et de bons coachs, on a une vraie puissance de feu qui se manifeste par ces petits coups de miroir discrets mais très efficaces que les autres professions n'ont pas pour vocation de déployer, parce qu'ils ne sont pas formés pour ça, et c'est pas ce qu'on leur demande. Alors le problème, c'est que des fois les coachs
ne le voient pas non plus et se limitent finalement à faire une sorte d'accompagnement de l'équipe au travers d'un dispositif qu'ils animent, un peu comme des formateurs ou comme des facilitateurs, mais ils n'osent pas l'impertinence, ils n'osent pas la confrontation, ils n'osent pas le feedback dans le centre, le feedback puissant. Et alors, du coup, eh bien, le coaching d'équipe n'est pas vraiment du coaching d'équipe, c'est un peu de l'accompagnement sympathique de consultants qui, par exemple, aident une équipe à bâtir une vision. C'est sympa, mais ça ne fait pas progresser l'équipe sur ses fonctionnements. Ça ne fait pas prendre conscience à l'équipe. Ça, un peu comme quand on donne par exemple des cours pour apprendre aux gens à faire du cheval. Soit on leur donne un cours théorique sur le cheval, soit on leur fait faire un tour de cheval. Mais dans aucun des cas, s'il n'y a pas les deux à la fois, ils n'ont véritablement appris à faire du cheval de façon durable et pouvoir ensuite être autonomes dans leur pratique. Eh bien, le coaching va justement aider les clients à se prendre en charge, à progresser d'une part en produisant des éléments nouveaux, mais d'autre part à modéliser, c'est-à-dire à prendre conscience de comment ils ont progressé pour pouvoir reproduire ces progrès ensuite quand le coach est parti. Alors oui, le métier de coach consiste à bâtir une architecture miroir, un dispositif de miroir dans lequel le client va pouvoir se voir sous différentes facettes. C'est ça qui va déclencher les prises de conscience que l'on recherche au service d'une intention stratégique qui part d'un point A et va vers un point B, et comme je le disais tout à l'heure, doit être bien carré, bien lisible et bien cohérent. Comme vous le savez, il y a une célèbre métaphore de celui qui cherche ses clés sous le réverbère alors qu'il les a perdues ailleurs, mais il cherche là parce que c'est là qu'il y a de la lumière. Donc évidemment, il a peu de chances de les trouver. Eh bien, souvent, nos clients et nous-mêmes, quand nous avons des problèmes, c'est que nous cherchons les solutions là où elles ne sont pas, là où on a l'habitude de les trouver, et si on ne les trouve pas, c'est qu'elles y sont pas. Mais malgré tout, on est pris par des biais cognitifs et on continue à chercher des comportements du même registre et on réfléchit au même genre de solution et donc ça produit le même genre d'effet qui ne fonctionne pas. Quand un client est aux prises avec une difficulté, c'est qu'il cherche ses clés là où elles ne sont pas. Le rôle du coach, c'est évidemment de l'amener à réfléchir autrement et à chercher ses clés là où il ne les regarde pas présentement. Du coup, notre métier, c'est bien évidemment d'aider nos clients à sortir de leur cadre mental, à ouvrir leur cadre de référence, à enrichir leurs croyances et leurs valeurs. Les croyances sont les pensées qu'ils croient vraies et les valeurs sont les pensées qu'ils croient importantes. Eh bien, les clients, pour pouvoir aller plus loin, pour ouvrir le champ des possibles, doivent s'ouvrir à de nouvelles perspectives. Pour ça, ils doivent changer leur mindset, leur façon de penser. Mais plus que ça, ils doivent changer leur posture et peut-être même changer quelque chose dans leur cœur, dans leur émotion. Nous allons en parler dans un instant. Parce que nous avons toute une batterie d'interventions puissantes en coaching, notamment les questions puissantes. Les questions qui décadrent le client, les questions qui lui font voir le problème autrement et du coup lui font apprécier ou observer ou constater, découvrir des solutions auxquelles il ne pensait pas quand il ne prenait pas la hauteur ou le recul suffisant pour voir aussi loin, pour voir en dehors de la boîte. Et donc, les meilleures questions puissantes ne font pas de miracle en tant que tel si le client ne les accepte pas. Je donnerai dans un instant une image à ce propos, mais voici l'image d'un cheval qui se cabre avant de passer l'obstacle. C'est un refus d'obstacle. Eh bien, si nous avons mal préparé le terrain de la relation avec notre client, nous risquons de voir le client refuser la proposition qui lui est faite et donc de ne pas accepter de répondre ou de réfléchir dans le sens puissant qu'on lui propose, c'est-à-dire dans le sens d'une toute autre manière d'envisager les choses. Il ne va pas remettre en question la façon dont il pose ses équations, dont il voit la situation, parce que la relation n'est pas suffisamment établie, parce que l'alliance n'est pas suffisamment forte, parce qu'il ne fait pas suffisamment confiance au coach, ou bien que la confiance qu'il a dans le coach est insuffisante pour lui faire prendre suffisamment confiance en lui et lui permettre de challenger
ses points de repère habituels. Et ça, c'est grave, parce que l'herbe ne repousse pas, comme quand Attila passe. Eh bien, si on tente plusieurs questions puissantes et que le terrain est mal préparé, le client risque de les refuser ou de passer à côté, de ne même pas les voir, en trouvant que ce sont des questions stupides, sans intérêt, et voilà. Et donc, du coup, il n'y a pas d'effet coaching. Du coup, le miroir n'est pas puissant, du coup, le changement n'est pas puissant. Voilà, imaginez que ce client qui est représenté à droite, c'est un individu, mais ça pourrait aussi bien être une équipe. Ce client vous raconte tout un tas de problèmes, et puis il est enfermé dans une spirale un peu négative, de morosité, il est très centré sur le problème, ça l'empêche d'imaginer ce qu'il voudrait à la place, et ça l'empêche d'imaginer donc dans la bonne posture pour imaginer des solutions innovantes. Et vous lui proposeriez une question puissante, par exemple, en quoi ce problème est-il aussi une opportunité? Mais si le terrain n'est pas bien préparé, le client vous dit, c'est pas une opportunité. Je viens de vous expliquer que c'était un problème. Voilà. Et évidemment, le client est assez intelligent, quel qu'il soit, pour comprendre qu'un problème peut aussi être une opportunité. Mais si on pose mal la question au mauvais moment, de la mauvaise manière, que l'alliance affective n'est pas suffisante, le client n'accepte pas et il se cabre. Et donc il est en colère après vous, considérant que vous ne l'avez pas écouté ou mal compris, ou que votre question est stupide. Voilà, c'est l'exemple d'une question puissante qui finalement fait flop. Alors, fort heureusement, nous avons pour prédisposer l'équipe à s'ouvrir aux énergies cibles, nous avons tous des jeux divers et variés pour créer des prises de conscience, pour créer des ouvertures, mais bien que ces jeux doivent ouvrir les énergies du client aux énergies qu'il recherche à acquérir, elles sont insuffisantes en soi. Parce que ces activités dites de team building, on fait un rallye avec des petites voitures rigolotes, on saute je sais pas quoi, on tire sur une corde, on fait de l'acrobranche, on va faire du bowling, on s'amuse bien, on boit des coups, on fait des apéritifs avec des karaokés, etc. C'est très bien. Mais si ce sont juste des activités fun, dont d'ailleurs les gens sont généralement assez satisfaits, mais des fois ils vous disent, dites donc, et vous êtes gentil, mais on a un boulot là, hein. Si c'est pour nous faire des conneries sur un bateau ou dans des petites voiturettes, on a autre chose à faire dans la vie. Nous, si on veut se payer le week-end, on a assez d'argent pour se le faire nous-mêmes, et puis avec les gens qu'on a choisis plutôt que les collègues de boulot. Donc ça, quand il y a ce genre de réaction, c'est parce que l'activité fun tombe à plat, et que elle n'est pas très bonne déjà, et puis en plus de ça, le client n'a pas envie de fun. Le client a envie de progresser, le client a envie de se développer, il a envie de dépasser des problématiques dont il souffre au quotidien, il a des ambitions et il veut qu'on lui donne les moyens par l'accompagnement de les atteindre. Il n'a pas envie de faire des petits joujoux sur une pelouse avec ses collègues du conseil d'administration ou de direction de la banque, si vous voulez. Donc, les activités fun, c'est sympa, tout le monde apprécie, encore que pas toujours, mais ça doit être au service de l'intention stratégique et ça doit être visible. Il faut pouvoir donner au client les clés de décodage de ce qu'il vit, de telle façon à ce qu'il puisse s'approprier les enseignements et les mettre en pratique le lendemain quand il sera en situation opérationnelle. Parce qu'on peut très bien imaginer que des gens se trouvent très complices quand ils sont sur un radeau en train de se mouiller, et puis le lendemain ils se retrouvent chacun dans leur bureau, ils ne s'adressent pas la parole. Parce que ça n'a pas servi à grand chose en fait. C'est sympatoche, ça détend, ça amuse, mais c'est tout. Et puis il y a des gens qui n'ont pas tellement envie de s'amuser. Alors ici, on va bientôt terminer cette conférence. La question, c'est pas tellement d'ouvrir la tête du client pour qu'il s'ouvre à de nouvelles perspectives. Il faut, pour qu'il voie les nouvelles solutions intellectuellement, qu'il ouvre d'abord son cœur au changement. Il faut donc que les questions puissantes qu'on lui propose soient d'abord qu'elles soient d'abord précédées par un certain nombre d'actions du coach qui va ouvrir le cœur de l'équipe. Alors c'est là où on ne va pas vous dire quelles sont ces actions, non pas qu'on ne veut pas partager nos secrets de fabrication, mais on n'est pas là pour ça. Simplement pour dire que la cerise sur le gâteau dans le coaching professionnel, c'est quand le coach parvient à aligner ses énergies sur les énergies cibles que cherche à acquérir l'équipe.
On voit là ici un grand maître Ueshiba de l'aïkido qui est dans une grande détente, une grande sérénité et qui peut dès lors accompagner ses partenaires en toute non-violence, mais en gagnant le match sans avoir à combattre. Alors c'est ça finalement la vibration que le coach doit incarner pour permettre à l'équipe de s'approprier les questions puissantes que le coach va proposer. Le coach doit incarner l'énergie cible. Alors évidemment, c'est un métier, il faut s'y entraîner, ça s'apprend. On pourra vous donner des exemples sur des manques de terre, d'eau, d'air ou de feu des équipes, mais de toute façon, ce qu'on va vous dire vous mettra sur la voie, vous mettra sur la piste, vous intéressera probablement, mais c'est pas ça des mots dans une conférence qui vont vous permettre de progresser dans votre coaching. Pour progresser dans le coaching, il faut s'entraîner avec des maîtres du coaching qui ont de l'antériorité dans cette pratique, qui savent ce dont ils parlent et qui proposent des formations dédiées, spécifiques, dans lesquelles on ne fait pas de théorie, mais dans lesquelles on fait beaucoup de pratiques et beaucoup de débriefs en finesse sur la posture, sur les intentions, sur le style, sur les nuances dans la relation, à quel moment tu as proposé telle ou telle remarque, à quel moment tu t'es levé ou tu t'es rassis, pourquoi, qu'est-ce que ça a donné comme impact sur le client, qu'est-ce que tu as perçu de l'énergie de l'équipe à ce moment-là, qu'est-ce que tu aurais pu faire de différent. Voilà toutes les questions qui vous seront proposées dans le cadre de formations qui vous feront progresser dans votre coaching. Alors voici maintenant quelques exemples très simples. Imaginez une équipe qui soit très terre et que cette équipe manque d'enracinement, qu'elle manque d'élan vital. Ces gestes vont manquer de puissance, exactement qu'un individu. Donc les résultats de gestes qui manquent de puissance seront des résultats moindres. Si le manager se charge de vitalité pendant qu'il est en relation avec son équipe et qu'il s'ancre bien dans son corps, dans le réel, alors son rayonnement va permettre de charger l'équipe. Parce que du coup, sans faire d'effort pour charger l'équipe va se mettre au diapason du manager et elle-même, enfin chaque individu et même l'ensemble du collectif va s'enraciner dans le réel, s'enraciner dans le corps. Et il va y avoir un rayonnement vital collectif plus fort sous l'impulsion du manager qui ne donne pas sa propre énergie. D'ailleurs, il n'y arriverait pas. Et puis ça suffirait pas surtout. Il y a une sorte d'écho qui est stimulé par le fait que le manager se met lui-même dans un état qui contamine positivement les collaborateurs. Un autre exemple, c'est une équipe qui est peut-être très signée de l'eau. Alors, toutes les équipes signées de l'eau ne sont pas forcément enfermées sur elles-mêmes, mais supposons que celle-ci le soit. Alors du coup, la conversation qu'elle peut avoir, qu'il peut y avoir dans cette équipe sont très pauvres, parce que ça tourne toujours en rond. Il n'y a pas d'ouverture sur l'extérieur. Si l'équipe reste dans son mental, qu'elle est coupée de ses émotions, c'est une autre cause d'échec, parce que l'équipe est vraiment purement intellectuelle et pas assez vibrante et elle manque d'affect, elle ne va pas incarner les décisions. Autrement qu'avec de la rigidité et de la dureté. Parce qu'il manque entre la tête et les jambes, il manque un cœur qui vibre et qui va créer la nuance, qui va enrober avec du cœur, avec de la sensibilité, avec de la nuance, avec du tact, avec l'esprit des lois.
au-delà de la forme et de la lettre des lois. Voilà, alors si le manager ou le coach est en relation authentique avec son propre centre, il est bien centré, il est bien dans son cœur, il est dans une grande qualité de présence, alors évidemment, il va pouvoir installer sans rien faire une sorte de climat de bienveillance qui va rayonner autour de lui et qui va embarquer les collaborateurs dans cette réceptivité et dans cette forme d'ouverture. Du coup, le management ou le coaching va gagner en profondeur. Des fois, je supervise des coachs qui me disent « Je voudrais bien coacher en profondeur, je voudrais bien que mon coaching ne reste pas en surface et je voudrais bien emmener mes clients, les managers que je coach, vers plus d'authenticité, plus de profondeur et que mon coaching gagne ainsi en puissance. » La solution pour ça, c'est qu'eux-mêmes acceptent d'être authentiques et de descendre dans leur propre profondeur en écoutant ce qui vient de l'enracinement dans le corps et en prenant en compte les émotions qui émergent dans leur cœur. Eh bien, il en va de même pour les managers qui doivent être des gens développés, le mot est lâché, il faut que les managers s'inscrivent dans une démarche de développement personnel, que ce ne soit pas juste des pilotes et des experts qui s'occupent que de choses techniques et de choses de process, il faut qu'ils s'occupent de l'humain, à commencer par eux-mêmes. Alors oui, en nourrissant la propre confiance en soi-même dans le management et dans les collaborateurs, et c'est vrai aussi pour le coach qui doit avoir confiance en lui, dans le coaching et dans ses clients, que le coach ou le manager vont donner confiance aux clients, vont donner confiance à l'équipe et aux collaborateurs, avant même qu'un simple mot ne soit échangé. C'est une question de rayonnement énergétique. Bon, vous lirez cet autre exemple ainsi que le suivant. Je ne vais pas tout commenter, ce serait trop long après pour vous. Il en va de même pour celui-ci. Donc il y a des équipes qui sont signées terre, eau, air ou feu, et dans chacun des cas, c'est l'énergie du coach ou du manager qui va embarquer ou qui va s'évertuer à embarquer l'énergie de l'équipe. Et quand l'équipe est dans la bonne énergie, alors elle va pouvoir exécuter des tâches et les comportements qui vont avoir lieu vont être développés et déployés dans la bonne posture et vont délivrer les bons résultats. À défaut de ça, vous avez une intention et une énergie qui ne sont pas congruentes, qui sont divergentes, et l'action ne parvient pas à obtenir le résultat. C'est très vrai par exemple pour des commerciaux qui voudraient prospecter mais qui ne croient pas en eux ou qui ne croient pas dans le produit, eh ben, ils peuvent prospecter tout ce qu'ils veulent, ils vont s'agiter beaucoup, mais ça ne va rien donner. Par contre, un commercial qui croit en lui, qui croit en son produit et qui croit en l'entreprise, eh ben, il va faire quelques contacts et ces contacts vont évidemment être bien plus profitables, bien plus efficaces et donc il va avoir de la réussite presque sans effort. Si toutefois c'est un commercial qui a la vocation d'être commercial et qu'il est dans la bonne entreprise qui correspond à ses valeurs. Dans ces cas-là, il réussit presque sans effort parce qu'il aime ce qu'il fait. Et il le fait bien sans avoir à déployer des trésors d'inventivité. Il le fait naturellement parce qu'il aime ça, parce que c'est sa nature. Voilà, la conclusion de tout ça, c'est que pour être un bon manager, il faut vraiment s'entraîner, il faut pratiquer, et il faut aussi bien comme coach, il faut apprendre à exceller dans les techniques de coaching d'équipe, que comme manager, il faut absolument devenir un manager spécialiste de la dynamique des collectives. Ça s'apprend, renseignez-vous. Nous sommes une école qui permet d'enseigner cela aux managers et aux coachs. On le fera avec plaisir et n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, les coordonnées du site de l'école de coaching, c'est energy-training.fr. Vous pouvez contacter Franck Salle sur son portable, il va être ravi que je mette son numéro. Et voici une photo de notre maison dans Paris, dans le 12e, près de la gare de Lyon, dans lequel nous avons au fond d'une cour un petit, pas hôtel particulier, mais un petit atelier d'artistes avec une belle salle de formation d'une 50aine de mètres carrés, un patio, vous voyez, dont on a l'usage exclusif et qui permet de faire des formations dans un cadre et aussi des interventions de coaching d'équipe. Cette salle est allouée, j'en profite pour le dire, si elle vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter à ce propos. Voilà, à bientôt. Voilà,
mes coordonnées, aussi bien mail que téléphonique. N'hésitez pas également sur le site à remplir le bulletin de contact. Mais le plus simple, c'est sans doute de m'appeler. On trouvera le moment pour se parler un quart d'heure. Que vous soyez coach qui avait envie d'être supervisé, qui avait envie d'une formation complémentaire, ou manager qui avait envie d'un coaching individuel, d'un coaching de votre équipe, ou d'une formation management. Évidemment, si vous êtes RH ou DRH et que vous souhaitez référencer des coachs dans votre entreprise ou bien organiser un séminaire d'équipe ou faire accompagner une équipe, vous serez les bienvenus. La dynamique d'équipe et le développement des compétences managériales et du leadership, c'est notre spécialité. Nous intervenons dans ce contexte depuis bientôt 30 ans. Donc vraiment, c'est à fonder toute notre vie.